Salut les paumés! Vous êtes sur les ondes de Coke 022 qui vous apporte des bonnes nouvelles de merde comme d'habitude. Alors avant que tout le monde se réunisse, il y a des petits trucs qui se passent. D'abord, il y a des citrouilles qui poussent en plein hiver au Mont Servitude. En plus d'être weird, ça attire des licans, il y a des gens qui meurent. C'est la merde. Le cartel of Ashes et les Ashes Assassins se doutent que ça doit être une des nombreuses personnes qui les aiment beaucoup à l'Oasis qui ont planté ça là. Donc ils commencent à enquêter. La personne qui a mis ça là, j'espère que tu t'es planqué. Ensuite, il y a la meute du testamentaire d'Alastor qui se font barrer le chemin et intimidés par des garous. Apparemment, ils sont à la recherche d'un objet précieux nécessaire à la survie de leur espèce. Ça s'appelle... le Shard Seed. L'information est donc ramenée à l'Oasis. Avant de se rendre au lieu de rendez-vous, les Kainites et les dissidentistes se réunissent chacun de leur côté. Les représentantes des deux idéologies tentent d'inculquer une structure pour pouvoir s'organiser. Les Kainites, tous polis et calmes, y parviennent sans grand effort. Les dissidentistes, c'est une autre histoire. Hétéroclite est 3 fois plus nombreux que les Kainites, ils demeurent désorganisés et sans hiérarchie. Mais avec une plus grande liberté, selon eux. Liberté! Suite à cette réunion, Damnira conclut qu'il faudra sous-diviser les dissidentistes si elle veut rivaliser avec les Kainites. Février, 5e et dernier événement. L'annonce de la soirée, c'est qu'il n'y aura pas de Town Hall et c'est pas mal ça. La situation avec le protectorat s'envenime. Certains vampires se font constamment pourchasser et les gens sont anxieux. Le patron propose de payer Luther Grey, le pure-blood sabbat du protectorat, afin d'effacer l'ardoise. Mais ça coûte cher. Il refile la facture à la Castra Nocté, jugeant que ce n'est pas qu'à l'Oasis que revient ce problème. Il y a aussi des Notfolk qui sont invités par des vampires du mouvement dissidentiste du Rat-Trap. Ils se pointent à l'Oasis afin de se faire intégrer dans la région. Mais la réalité, c'est qu'ils s'en foutent un peu de leur intégration. Ce qui les intéresse, c'est l'éveil de l'ancien monarque d'Alastor, Riley Colm. Ils savent très bien que ce vieux vampire va tôt ou tard vouloir reprendre ses terres, a.k.a. le Rat-Trap. Donc ils sont là pour collecter l'info. Le reste... En parlant de l'ancien monarque, un de ses serviteurs se présente subtilement à l'Oasis pour tâter le terrain et évaluer l'état actuel de la société vampirique du Rat-Trap. Il s'appelle... Seamus, du clan Bruja, selon ce qu'il dit. Il ira à la rencontre des vampires aux idéaux kainites les plus prononcés. Son objectif, trouver des alliés et du support en vue du retour de son ancien souverain. Je vous avais dit que les Kainites avaient reçu les héritiers d'Ozymandias sur leur terre, right? On raconte qu'un illustre membre de cette faction aurait rassemblé des jeunes vampires à l'extérieur de l'Oasis pour une cérémonie obscure et mystérieuse. On sait tous ce que ça veut dire. Ensuite, la Castra Nocté se rencontre et reçoivent la facture du patron. Une quantité de sang importante à fournir au pure-blood du protectorat. Mais Luther Grey en veut encore plus et se montre bien greedy. Le protectorat et lui-même sont encore obsédés par faire payer les voyous qui n'ont pas obtempéré avec leur barrage. Les trains, ça fait peur. Damnira entre en jeu et négocie avec le cupide vieux monsieur. Elle lui rappelle poliment que cette histoire de barrage, d'hélico qui tire dans le tas absolument par hasard et de protectorat en rogne, ça pèse aussi sur le dos de Monsieur Reed, son prédécesseur légèrement susceptible. Luther Grey cesse d'insister et s'en tient à ce que le patron lui avait promis. Mais les chefs de meute sont pas contents. Ils veulent que le cartel of Ashes ait des conséquences plus graves pour leur mauvaise conduite. Ils se retrouvent plus ou moins les boucs émissaires de cette histoire qui a en fait beaucoup plus d'acteurs qu'on pense. Le patron tempère, dit qu'il va détruire leur train et les surveiller de près. Le cartel remet donc leur train alors qu'ils sont aux 3/4 d'en construire un deuxième 3 fois plus gros au Mont Servitude. Personne qui a dit qu'ils pouvaient pas en construire un autre. Mais à ce moment-là, les chefs de meute en savent rien, alors ils ravalent leur petite crise et ils passent à autre chose. La Castra Nocté vote ensuite pour l'obtention d'un registre de faveurs. Et aussitôt, les hommes et les femmes d'honneur se mettent en branle pour inventoriser les faveurs déjà existantes. À travers tout ça, Ezekiel Moore de la meute New Enoch prend en charge le dossier des citrouilles bizarres qui poussent au Mont Servitude. Il se monte un genre de comité d'investigation sous la surveillance du maréchal et de la Castra Nocté. Peu de temps après, coup d'éclat, scandale, popsicle et calomnie. La meute des Crimson Guardians rapporte des preuves que le législateur Danny Boy est un pourri traître.
Il serait effectivement coupable d'avoir changé la règle numéro 7 du code de loi de l'Oasis à la solde du protectorat. Il a reçu quoi? Une diablerie. Crime hautement proscrit par l'apocryphe vampirique. Malheureusement pour nous, Danny est pas un crétin. Il est déjà en cavale alors qu'on rapporte les preuves de son crime au patron. Le patron annonce publiquement sa traîtrise et ordonne que Danny Boy soit retrouvé. Un vampire s'isole dans un coin et utilise ses charmes pour forcer Danny Boy à revenir à l'Oasis et prendre le thé avec lui et le patron. Il aime même pas le thé. Pendant ce temps, on entend que l'oasis des Portes du Nord a été saccagée par les autarkis. Dame Topaz se serait fait dérober sa carte magnétique, a.k.a. les clés de son royaume, pendant son séjour à l'oasis du Rattrap. Les vampires du Nord sont en pleine guerre et leur victoire est très incertaine. Finalement, alors que tout le monde est sur un pied d'alerte, prêt à rentrer chez eux et se barricader, le Big Mike Maréchal met la main lors de son enquête sur un enregistrement audio dans la résidence de Danny Boy. L'enregistrement confirme une collaboration serrée avec les Nosferatu des souterrains du protectorat qui ont une grande influence sur les autarkis. C'est Danny Boy qui aurait remis la carte magnétique de Dame Topaz aux autarkis à la demande de ses alliés les Nosferatu. Puis, 2 ans passent. Pas de réseau, pas d'infos, pas de radio, pas de Coke Zéro. Mais vous en faites pas les cadavres. Coke 022 reste branché même quand il n'y a pas de réseau. Que s'est-il passé? Danny est-il revenu pour le thé? Dame Topaz a-t-elle récupéré sa chambre à coucher? Les citrouilles ont-elles explosé? Tant de questions sans réponse. J'ai parlé à des gens, j'ai observé des réunions. Techniquement on dit espionner, mais bon. Tout ça pour vous les pourris. Beaucoup d'infos s'en vient. D'ici là, restez en vie.